Ice. Us Ice. Mon Slim, quel grand plaisir de te recevoir une nouvelle fois sur Verisme TV. Ça faisait trop longtemps, évidemment, depuis le dernier. Toujours, ça fait toujours trop longtemps ensemble, Ben ouais, Lucas. Ça fait c'est clair. toujours trop longtemps. Ça devait être quoi, le Nakama Bootcamp, où t'étais là à côté de moi, où on se faisait une vidéo à deux? Exactement. Ça fait quoi, 6 mois là? 6, 7 mois peut-être? Ah, l'été dernier, ça remonte, hein? Ouais, oui, ça remonte. Bon, le but de la vidéo du jour, c'est pas un thème très très joyeux, mais justement, ça va être important de se dire que la mort peut être appréhendée d'une certaine manière, de rendre hommage aux gens, et que justement, on peut le faire d'une manière qui est joyeuse. Euh, Oui, on a appris hier le décès du papa de Dragon Ball. Il n'a pas fait que ça dans sa vie, évidemment. On pourra évoquer les autres œuvres, mais on va surtout parler de Dragon Ball et évidemment de la philosophie qui nous a inspirés tous les deux, un sujet sur lequel mhm, on se retrouve. Akira Toriyama, donc, est mort à l'âge de 68 ans hier, donc le 8 mars. 68 ans pour un Japonais, on peut dire que c'est le début de la vie, hein. C'est maintenant avec leur espérance de vie absolument incroyable, on aurait espéré encore avoir au moins 20 ans de Toriyama qui nous c'est aurait fait sûr. des croquis, des artbooks, des trucs nouveaux. On aurait encore eu des dialogues entre Oda et Toriyama. On aurait encore eu ces choses-là. On les aura pas. Mais on a la possibilité, comme tous les deux on aime le faire, de faire vivre ces gens-là à travers leur transmission et ce que nous, maintenant, on a à transmettre. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo-là avec toi. Je t'ai appelé hier pour te dire, s'il faut le faire avec quelqu'un, il faut que ce soit avec toi. Et je ne pouvais pas imaginer quelqu'un d'autre. Parce que je sais que toutes ces valeurs-là qui sont transmises par Dragon Ball t'ont aussi inspiré et continuent à t'inspirer. Donc, première question, mon Slim, dans la philosophie de Dragon Ball, c'est quoi pour toi Dragon Ball? Waouh, très grosse question. Hum, Voilà, la réponse qui me vient immédiatement, c'est déjà, c'est que moi j'ai grandi avec Dragon Ball d'abord, et pas Dragon Ball Z. Et donc dans Dragon Ball, le personnage de Goku, ses aventures, lui qui voyage sur son petit nuage et qui va justement s'entraîner avec différentes personnes, qui va sur différents lieux, différentes îles. Moi, c'est ça qui m'a inspiré. Et je l'écrivais aussi dans une newsletter récemment qui a littéralement été la genèse de mon personnage qui est le Nomad Slim. J'ai eu la chance, là, ces 5 à 10 dernières années, de réellement vivre ça. Je me suis déplacé dans différents pays à la rencontre de maîtres en arts martiaux, et puis par la suite arts du mouvement, et pour apprendre d'eux, récolter un peu leur savoir, les intégrer un peu à mon style à moi, tout comme Goku, et après aller me challenger dans des compétitions et puis dans d'autres lieux, etc., et de mettre à l'épreuve ce que j'ai appris. Et donc, moi, c'est vraiment l'histoire de Goku petit qui m'a inspiré et que j'utilise encore. Et donc, pour moi, quand je pense à Dragon Ball, je pense à ça. Je pense au thème du voyage, je pense au thème des arts martiaux, je pense à l'idée de vivre libre sur ton petit nuage. Donc moi, c'est évidemment des avions que je prends, mais c'est ça, c'est la liberté, le voyage, les arts martiaux et évidemment l'amour de l'entraînement et le fait d'essayer de faire grandir ton art, tu vois, toujours croître et toujours avancer. Aussi simplement que ça. Et en plus, j'aime bien être associé à petit Goku parce qu'il a ce côté aussi kawaii, mignon, etc. Et ça me rapproche de l'enfance et de l'approche un peu plus juvénile de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Là où après, ça reste adolescent, adulte, mais il y a moins ce côté l'approche par le jeu. Alors que Goku, il est vraiment libre. Moi, tu le sais, c'est vraiment ma philosophie de vie, c'est celle-ci, quoi. C'est je veux vivre en mouvement et je veux être libre. Et c'est aussi, on pourra le faire le parallèle par la suite, l'archétype du héros que Toriyama Sensei a créé et a délégué en fait par la suite à d'autres personnes comme Oda, avec Luffy et Naruto, etc. Donc moi, c'est Goku petit et c'est toutes ces thématiques-là. Hmm, magnifique. Ouais, ce terme central de la liberté, qui est évidemment à retrouver chez Luffy et dans One Piece. Mais chez Goku, il y a un truc de plus fort, c'est que le voyage, c'est vraiment, le voyage et l'aventure, surtout l'aventure, c'est vraiment le canal, le seul canal en fait qu'il y a, c'est-à-dire les quêtes. Et que chaque épreuve, c'est une opportunité de grandir. Et tout le début de Dragon Ball, c'est ça, c'est même aussi dans Dragon Ball Z d'ailleurs. Je ne pourrais pas progresser si je ne rencontre pas un adversaire qui est plus fort que moi. C'est Exactement. ça, c'est vraiment quelque chose qui martèle, quoi. C'est-à-dire, en fait, nous, on n'est pas capable de progresser. Si vous voulez une définition de l'hormèse, là, vous l'avez, quoi. C'est vraiment le truc, le 100%. challenge qui est au-dessus de vous, la petite marche au-dessus de vous. Si vous la gravissez, vous allez vous améliorer. Et Ouais. c'est
Euh, on est tous les deux partis vivre au Japon, et quand on se le dit souvent en off, c'est Dragon Ball qui a inspiré ça. Ah oui, C'est le Club 100%. Dorothée, le dessin animé Dragon Ball, et cet appel en fait de l'aventure, la vraie aventure, c'est-à-dire l'inconnu. Euh, C'est la différence entre l'aventure et le voyage. Le voyage, vous planifiez votre hôtel, vous planifiez tout à l'avance. L'aventure, c'est vrai, véritablement parce qu'il y a une part d'inconnu là-dedans. Et on est parti plus ou moins à la même période quand on avait voilà, 19-20 ans au Japon, les jeunes. euh, C'était un frisson dans le dos terrible, à la fois d'effroi, mais aussi d'excitation. C'est-à-dire, je Exactement. ne sais pas où je vais, mais je suis sûr déjà que c'est le pays de lui, là, de Goku. Donc déjà, ça me rassure. Mais surtout, je vais vivre des aventures qui vont me transformer, quoi. Absolument. Et ça, il l'inspire, enfin, il l'incarne tellement bien. À chaque fois qu'il rencontre un nouveau personnage, euh, une nouvelle aventure, et même un nouvel adversaire, c'est là où c'est fort, c'est qu'il est toujours en fait content de rencontrer quelqu'un qui veut le tuer, quoi. Mais c'est exactement ça. Et ce que tu dis là, je me permets de t'interrompre, c'est que moi, je l'ai vraiment pris à cœur, cette notion-là, la notion d'aventure, et d'à chaque fois d'aller dans un pays où tu as un autre adversaire. Alors moi, c'était pas nécessairement un adversaire physique, mais c'était un autre challenge. Ça peut être la langue, ça peut être trouver du travail dans ce pays-là, mais vraiment, comme tu le dis souvent, vraiment s'exposer à des stresseurs très, très importants. Et jusqu'à il y a quelques années encore, à chaque fois on me demandait mon mode de vie, etc., je disais toujours, j'ai la vie de Goku. J'ai un baluchon, j'ai qu'un sac à dos, et que je me déplace de pays en pays, et qu'à chaque fois, je me mets une dose, quoi. Je me prends un tarif. C'est le lieu, j'apprends la langue, je m'intègre, j'essaie de trouver du travail, et à chaque fois, c'est un travail qui est différent. Il y a des épreuves sportives et physiques toujours inclus dedans, et à chaque fois, c'est de plus en plus difficile. Moi, je me rappelle, en quittant le Japon, je pars en Thaïlande, puis après, je pars dans le Brésil, etc., et qu'à chaque fois, je me dis, je vais apprendre la langue, et à chaque fois, j'ai ce début de pensée qui me dit, ouais, ça va être facile maintenant que j'en ai déjà plein des langues. Et non, et à chaque fois, tu te remanges une dose. C'est dur, ce truc. Et tout. Et j'ai toujours pris en fait tout le package de Dragon Ball. C'est pas seulement le voyage et être un peu un touriste, etc. C'est non, rentrer pleinement dedans, subir l'entraînement. Et moi, j'adore aussi la notion, peut-être tu vas raisonner avec moi, cette idée d'être toujours dans la mentalité un peu Kyokushin de la ceinture blanche. Tu arrives, et tu acceptes que tu ne sais rien et que tu es là pour apprendre et pour recevoir des enseignements. Tu vois, Maître Roshi, Kame Sennin, etc. Tu arrives et tu te dis, j'oublie tout ce que je sais. Je viens, jour 1, je suis un débutant. Tu viens pas avec ton bagage et tu transportes rien de ton chapitre précédent. À chaque fois que tu viens et tu te dis, voilà, je suis dans une nouvelle salle d'arts martiaux, il y a un nouveau style, je suis dans une nouvelle salle, un nouveau studio de danse ou peu importe, je ne dis pas ce que je sais faire. Je viens avec la mentalité, je ne sais pas, et je suis là pour recevoir et pour apprendre. Et, euh, et je pense que cet archétype-là, qui est extrait de Dragon Ball, tu peux le retrouver aussi un peu avec les moines Shaolin et plein d'autres choses, mais je pense que c'est aussi un archétype qui est perdu. Et moi, je suis très heureux dans ma vie d'avoir un peu remis au goût du jour l'idée de l'éclaireur. Tu sais, t'y vas. Pour moi, c'est vraiment Goku, quoi. C'est le petit nuage. Tu vas, tu te poses des fois au gré du vent aussi. Tu vois, s'il y a une tempête, un cyclone, il peut pas se déplacer, il doit aller là. Et ben, vas-y, tu suis un peu la destinée. Donc, il y a une partie de toi qui est j'ai les mains sur le guidon, je choisis un peu où je vais, et une autre partie, tu te laisses guider, tu te laisses transporter quand le destin t'appelle. Et pour toi et moi, même si le Japon on avait envie d'y aller, je pense que là-bas, on n'aurait jamais pu prévoir qu'on allait être voilà, commercial, boxeur professionnel, ingénieur, etc., mannequin. Tu n'aurais jamais pu prévoir. Donc il y a une partie, et je pense que ça, philosophiquement, c'est très bien décrit dans Dragon Ball. Il y a une partie où c'est le destin. Même on pourra mentionner Vegeta aussi, qui pense que sa destinée, c'est d'être le roi des Saiyans, etc. Et une partie, en fait, tu te rends compte sur le moment que t'as pas le contrôle, quoi. Il y a un truc qui arrive, et toi, tu le mentionnes souvent, c'est les dérives naturelles. Et ça aussi, c'est tout plein de concepts que tu peux retrouver dans Dragon Ball. Et moi, c'est que maintenant qu'avec l'âge et les quelques connaissances que j'ai, que je regarde en arrière et je me dis, mais c'est vraiment ça, en fait. Ça n'aurait pas pu être fait autrement. Il faut y aller et il faut se laisser se perdre. Et en même temps, il faut voilà, travailler et oser se challenger. Tu vois, c'est un peu les deux, quoi. C'est en même temps une volonté de contrôle et en même temps une volonté de lâcher prise. Et je sais pas comment Toriyama Sensei a fait, mais en tout cas, dans l'œuvre, c'est parfaitement décrit. Ouais. Je pense que c'est très à contre-courant, et peut-être qu'ils se servent justement du contrepoint de la société japonaise dans les mangas. Parce que chez un japonais, on va dire, on va faire des généralités, mais nous on les connaît bien, Slim et moi pour y avoir vécu longtemps, plusieurs années, c'est que c'est très dur mentalement de sortir du pays, d'aller apprendre une autre langue. C'est un peuple insulaire. Il y a beaucoup de choses qui les ancrent en fait et qui les cloisonnent, aussi bien physiquement que mentalement. Voilà. Et alors qu'on lit dans leurs œuvres
comme Dragon Ball, le goût de l'aventure et de l'inconnu, et d'aller se challenger en voyageant partout sur la planète. Mais avec un point qui est central chez Goku, je trouve, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire qu'il pourrait partir à l'aventure de la même manière, de manière hasardeuse, mais en conquérant, et puis avec une volonté très auto-centrée. Lui, il rigole tout le temps. C'est pour ça que ça me fait vraiment penser à toi. Parce qu'il il est dans la joie constante, il est dans l'émerveillement, et c'est un rayon de soleil, Goku, tu vois. C'est vraiment euh, une personnalité qui, pour moi, justifie le fait que quand on fait des débats un petit peu sur Internet, on dit c'est quoi ton perso préféré? D'ailleurs, je vais te poser cette question, mais c'est quoi ton perso préféré, etc. Mais moi, à des années-lumière, je ne pourrais jamais vous répondre quelqu'un d'autre que Goku. C'est impossible. Impossible. Comme One Piece. J'adore Zoro, j'adore tout. Il y en a plein qui sont géniaux. Mais Luffy, c'est stratosphérique, quoi. Ces personnes-là qui rassemblent, qui sont en fait prêtes à sacrifier leur vie. Et c'est là où c'est intéressant avec Dragon Ball, c'est que il y a les Dragon Ball pour ressusciter. Donc plusieurs fois, Goku se sacrifie concrètement pour les choses qui lui sont chères, les valeurs ou les personnes qu'il aime. Et ça, c'est à chaque fois une leçon qui regroupe tout ce que tu veux, le bouddhisme, le stoïcisme, etc., qui est renouvelée régulièrement dans l'œuvre. C'est-à-dire, la vie, vous savez, la vie ne s'arrête pas à la mort. La vie, c'est avant tout les choses qui sont importantes pour nous. Et que c'est surtout la manière que l'on vit qui est importante, la manière dont on vit. Et voilà, je voulais vraiment revenir sur cet émerveillement par rapport au caractère de Goku, qui pour moi, et je pense que tu résonnes aussi, est magnifique, quoi. 100%, 100%. C'est vrai que c'est un élément auquel on ne pense pas et maintenant que tu me donnes cette piste de réflexion, euh, il y a un côté aussi aujourd'hui où c'est de plus en plus difficile de s'émerveiller parce qu'il y a les réseaux, on voit déjà ce qu'on est censé découvrir dans les pays, etc. On le voit à l'avance. Et je pense que toi et moi, à l'époque, on y allait, il n'y avait rien de tout ça. Moi, je me rappelle, j'y suis allé en 2011, j'avais 18 ans. Il n'y avait rien, il y avait rien. Tu pouvais rien voir. Tu voyais deux documentaires tout pourris sur Arte ou un documentaire Vice sur les Yakuza et c'est tout ce qu'il y avait sur le Japon. Et donc, tu arrives là-bas, tu découvres tout par toi-même et tu te fais ta propre expérience. Et c'est toi après qu'il y a, je pense que tu possèdes quelque chose d'un peu plus concret, une réelle empreinte de ce que l'expérience du Japon a été pour toi. Là où, aujourd'hui, tout est un peu spoilé par avance. Tu traînes 5 minutes sur les réseaux sociaux, tu as déjà vu la vie à Bali, à Tulum, à Tokyo, partout dans le monde, à Paris, etc. Et donc, je sais pas, il y a une sorte tu perds cet émerveillement parce que tu es déjà lobotomisé, tu as déjà tout vu à l'avance. Et je pense que ça tire les gens aussi vers, ça les attire vers des expériences encore plus extrêmes parce que maintenant que tu as déjà tout vu, bah, il ne reste que l'extrême pour t'émerveiller ou bien pour te stimuler. Et donc, tu vas dans des dérives pour moi. Là où à l'inverse, si tu avais été dans ce pays-là pour la première fois de ta vie sans aucune attente et sans aucune idée préconçue, tu aurais été émerveillé. C'est absolument fou de voir un désert, de voir un coucher de soleil, de prendre ta première vague, etc. C'est génial. Mais là, aujourd'hui, tout le monde est désensibilisé de tout ça et c'est bien dommage. Et donc, on a une course aussi vers, on doit créer des nouvelles choses pour nous stimuler jusqu'aux dérives qu'on peut imaginer, les métaverses, etc. Tu vois? Et c'est vrai que Mhm. dans DBZ et dans Dragon Ball, tu as vraiment ce côté-là où ouais, tout est dingue, quoi. Tout est magique. Et c'est vrai que tu as raison de dire que c'est vraiment moi, parce que moi, je suis vraiment un grand enfant. Mais c'est ça. Je suis un bon public aussi. Ah Je bah rigole de oui. tout le temps. Tu Mais vois? oui. Je suis taquin. On se tape des barres tout le temps. Et c'est vrai que j'ai cette tendance à être émerveillé de tout. Je me rappelle dernièrement, bah, l'an dernier au festival avec JB et Hypnose. Moi, j'étais comme un, mec, j'étais comme Écoute, un fou. Voir écoute, des gens comme ça. on a Dingue. fait l'hypnose au stage. On a Ouais. parlé que de toi. C'est-à-dire, avec Steph, on se disait, mais si Slim, il serait là, en revoyant ça, il serait en train de sauter au plafond. Mais c'est exactement Mec, moi, ça. j'étais comme un fou. Mais Comme un bien fou. sûr. Et c'est Et c'est, cet émerveillement-là, cette joie, en fait, de découvrir des choses nouvelles, tu le dis, tu l'as extrêmement bien dit, et je vais faire une digression par rapport à ça. En ce moment, allez. je joue à une autre œuvre qui est au moins aussi importante pour moi que Dragon Ball, c'est Final Fantasy. Final Fantasy 7. Ah, Bon, on est obligé oui. d'en parler, mais il y a une filiation parce que Squaresoft, hein, et donc Dragon Quest, et donc Akira Toriyama. Donc, voilà, ça se rejoint. Voilà. Et même Sakaguchi a dit, vous savez, quand on a fait FF7, l'un des pères donc de Final Fantasy 7, quand on a fait FF7, je me suis énormément inspiré Ouais. de Toriyama. Donc voilà. Mais
Je suis attaché comme jamais à FF7. Parce que c'est bon, c'est comme Dragon Ball, c'est quand j'avais 7 8 ans, c'est ce qui m'a donné l'envie de découvrir le Japon, la pop culture japonaise, la culture japonaise. Donc je dois beaucoup de choses à ces œuvres-là. Et donc là, je joue au remake. Dans FF7, on est des petits bonhommes de pixels qui découvront le monde et tu es obligé de faire un travail d'imagination. Voilà, et tu sais pas où tu vas. Concrètement, tu te bases sur la map comme ça du monde, tu rentres dans une grotte, tu sais même pas si ça va passer ou quoi. Maintenant, euh, quand tu arrives dans une zone, euh, pas toutes les zones, mais quand tu arrives dans une zone, il y a comme un mur imaginaire que tu traverses, et d'un coup, t'as une image qui apparaît qui dit, vous rentrez dans cette zone, il y a dans cette zone 5 trésors. Donc on te dit déjà le nombre de coffres qu'il faut trouver. Donc déjà, ne me dites pas ça, je veux découvrir combien de coffres. C'est, c'est C'est pas l'inverse de ce qu'il grave. faudrait faire. Il faudrait pas me dire ça, en Mais fait. pourquoi on me dit ça? Oh, Tu vois, ça je y veux pas est, vous m'avez fait savoir. perdre les 4 prochaines heures. Elles sont Mais c'est dédiées à ça ça. maintenant, c'est fini. Pourquoi on me spoil la fin de l'œuvre? Enfin, c'est quand même dingue cette histoire. Et pire, c'est que dans FF7, et je vais finir la parenthèse là-dessus, dans les RPG, on cumule du matériel, des nouvelles Ouais. armes, etc. Et il y a, au début, dans le début du jeu, il y a plusieurs tutoriels qui s'enchaînent, et notamment un tutoriel sur les armes, et on te dit, voilà, pour vous équiper d'une nouvelle arme, faites comme ci, faites comme ça. Les nouvelles armes, vous allez les trouver tout le long de votre quête, dans des coffres, etc. Et là, message terrible. Mais ne vous inquiétez pas, si vous les ratez durant la quête, vous pourrez les retrouver et les acheter à la boutique. Mais attends, mais on prend les gens des enfants, on prend Non. par la main, tu vois. Mais Ne vous oui. inquiétez pas, ça va pas être grave, vous allez pouvoir les acheter plus tard. Alors déjà, non, moi je veux qu'il y ait des moments dans la quête où c'est possible de trouver quelque chose et qu'il ne soit pas possible de le trouver plus tard. C'est ça l'essence de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont 100%. passés, ce moment-là n'existera qu'une seule fois. Le jour où j'enregistre avec mon frère Slim une émission sur la mort de Toriyama, il va pas remourir et on va pas réenregistrer. Et c'est ça, en fait. Donc, laissez-moi ma quête, en fait. Ne me spoilez pas les 100% choses. d'accord. C'est ouf qu'on soit arrivé à Ouais. un monde qui soit comme ça. Ouais. Ah, mais là, t'as tout dit, t'as tout dit. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et c'est pour ça que même nous, nos expériences du Japon, euh, elles sont induplicables, incorruptibles. Tu pourras jamais expliquer parce qu'on y était à un certain âge, à une certaine époque. Et même là, moi qui suis retourné, bah là, il y a à peine quelques mois, je t'avais le dit. Shibuya, ça a changé. Même, on l'avait vu même fin d'année 2022, début 2023. Je veux dire, tout a changé. C'est plus le Japon qu'on a connu, parce que le Japon qu'on a connu, il est mort. Il est arrivé une seule fois, tu vois. Et nous aussi, à cette époque-là, on ne pourra plus jamais s'émerveiller autant, on ne pourra plus jamais découvrir les lieux, on ne pourra plus jamais entrer pour la première fois là, etc., etc. Et je pense que c'est ce qu'on oublie. Et pour faire le parallèle en fait avec cette idée que on est spoilé et qu'on a un peu la fin du film à l'avance, c'est moi ma critique quand j'entends quelqu'un qui me dit non mais c'est pas grave, je vais charbonner encore 2 3 ans et j'irai une autre fois, j'irai plus tard. Je repousse mes vacances. Non mais quelle horreur. C'est impossible de dire ça parce que ça y est, ça veut dire que tu comprends pas que c'est pas quelque chose qui est statique, qui est figé, auquel tu as accès tout le temps. C'est quelque chose qui est en mouvement. Donc si moi je te partage mon expérience de je sais pas Bali il y a 3 ans, ça y est, c'est terminé. C'est plus faisable. Il y a des nouveaux lieux, il y a de nouvelles personnes. Ça y est, tu ne pourras plus jamais le vivre. Et donc, ça, je pense que dans Dragon Ball et les autres œuvres, et puis tu mentionnais Dragon Quest, moi, c'est mon jeu vidéo préféré, tu as Dragon Quest 8. Eh bien, il y a ce côté-là aussi. Il y a des fois, tu vois, même, je crois, même dans FF10, il y avait ça. Si tu ouvres un coffre, à ce moment-là, ça y est, c'est fini. Oui. Normalement, il y a une séquence de choses qui était censée t'amener vers l'arme ultime du personnage. Tu ne pourras plus jamais y accéder de tout le jeu. Ça y est, c'est mort. Tu as fait cette erreur-là, c'est fini. Assume les conséquences jusqu'à la fin. Et c'est pour Et ça à qu'on fait l'inverse, plein de sauvegardes tout le temps. exactement. Exactement. Normalement, un vrai connoisseur, il joue, il y a 12 sauvegardes, tu vois, tout Et, le temps. Il dit non, on sait jamais, j'en ai besoin pour plus tard, je recommencerai les 7 dernières heures de ma vie et je et reprends le à partir de ce problème, moment-là. c'est que sur PS1, les cartes mémoire étaient tout petites. Ah bah Donc, tu oui, ne pouvais pas tout bah oui, sauvegarder tout le temps, en fait. exactement. Et ça, tu vois, ça, c'est des vraies leçons de vie que tout est choix, quoi. Tu vois, tu dois sacrifier des choses. Tu peux pas tout avoir, tu peux pas tout emporter. Nous, on le partage aussi souvent avec les autres domaines qu'on traite, que ce soit la pratique physique ou autre chose. C'est que tu l'as fait, ça y est, c'est terminé, tu vois. Moi, il y a des choses que je faisais plus petit, c'est mort, je pourrais plus jamais les faire. Il y a des choses, il y a des manières dont on s'entraînait, des intensités auxquelles on n'aura plus jamais accès. Et donc, dans ce monde moderne où on essaye de trouver comme une sorte de sauvegarde je sais pas, d'une expérience et à laquelle tu as accès à n'importe quel moment, non. Aller au Japon quand tu as 18, 19, 20 ans,
C'est pas pareil que d'aller au Japon quand tu as 35, 36, 37 ans. Point barre. C'est terminé. Tu vois. Pareil, tu veux commencer à te remettre au sport, etc. Tu as 40 ans, tu fais ta première séance de CrossFit. Tu vivras jamais ce que j'ai vécu à 21 ans combattant de boxe. C'est mort, c'est mort. Et donc, ça, c'est pas pour faire stresser les gens et les effrayer, mais c'est pour aussi les inviter à vivre avec une certaine urgence. Si tu as le temps, l'énergie, les moyens, etc., et que tu sens quelque chose, tu as envie de le faire, tu as envie de l'essayer, tu as envie de l'expérimenter, et ben fonce pleine balle. Et dans Dragon Ball, il y a ça. Il y a ce côté, c'est maintenant, tu vois. Et on parle beaucoup, tu vois, de moments présents, etc., d'ajouter de la conscience dans sa vie, mais dans les actes, moi, je l'observe peu. Il y a que très peu de personnes qui vivent comme ça. Et ces personnes-là, généralement, elles te disent, j'ai voulu faire ça à ce moment-là, je l'ai fait, point barre. Je ne me suis pas posé trois questions et je ne l'ai pas repoussé. Pour moi, quelqu'un qui dit ça, par essence, j'ai capté que le mec vit dans le présent. Mais les autres, tu peux faire toute la médite que tu veux tous les jours. Si tu es en train de repousser quelque chose à plus tard, etc., c'est que tu n'es pas conscient de ton caractère éphémère. Et ça, c'est un problème. Et comme tu le dis, pour faire le lien avec ce que tu disais sur la mort, c'est qu'en fait, tu n'es pas conscient que tu es un être mortel. Tu vois. Tu crois que les choses vont toujours être là à disposition, etc., alors que tout peut arriver. Donc, le Dragon Ball et ses autres œuvres, c'est aussi une invitation à l'action, une invitation à vivre avec urgence et une invitation à arrêter de trop cérébraliser les choses et à comprendre que tout est impermanence et que si tu as envie de voir, c'est comme les sakuras, quoi, tu vois. Il y a une période pour les cerisier et c'est terminé. Et ça, j'adore. Et moi, tout comme toi, j'aime le fait que la vie soit comme ça. Je n'aimerais pas que la vie soit autrement. J'aimerais pas qu'on ait accès à tout. Et je pense que nous, avec notre arrogance d'humain, on essaye justement de transformer la vie et pouvoir te faire vivre des expériences plus tard. Le métavers, ça va être ça. À 45 ans, tu pourras vivre un premier amour au collège, au lycée, etc. Tu vois, même avec les Neuralink, avec le fait d'être capable d'accéder à ta mémoire, de te refaire vivre des souvenirs. Moi, je ne veux rien revivre. Je veux vivre. Point barre. Ça ne m'intéresse pas de fantasmer sur comment j'étais quand j'avais 20 ans et tout. C'est bon, c'est terminé, c'est révolu. Je suis très content. Je ne veux pas le refaire. Je veux d'autres expériences. Et ça, Dragon Ball, Naruto, One Piece, tu vas vers l'avant. Tu ne retournes pas dans Grand Line, tu ne retournes pas derrière. Quoi. Tu vas vers l'avant jusqu'au One Piece, point barre. Et ça, c'est génial. Amen. Ah, t'as tellement raison, mon Skim. Tellement Vous raison. savez, c'est le café qui m'a énervé, Pierre Dufresne. C'est le café. Il faut que j'arrête. Avec ou sans café, tu mets des pieds bouches, mon Slim. C'est ça ton rôle. Mais toujours dans la bienveillance, toujours dans l'émerveillement. Parce que là, c'est vraiment un cri du cœur envers la vie, en fait, hein. Le Franceschi, qui dort toujours dans un coin de mon cerveau, dirait, il faut se dépêcher de vivre. Il faut se dépêcher de vivre. Tout simplement, il n'y a rien de plus important que de vivre. Et on n'est pas on est dans une espèce de, c'est même pas la mort, c'est la non-vie. Si on n'accepte pas les caractéristiques même de la nature, qui sont, comme tu l'as très bien dit, l'impermanence, le fait que tout change tout le temps, l'affiliation qu'on n'a plus à Héraclite, parce que ça part de là, hein. Le combat, et c'est quelque chose que je vais développer, tu vois, dans la tribu des mentors, dans la philosophie que je vais inspirer sur ta communauté, puisque je vais être chargé donc de l'aspect philosophique, c'est de remonter jusqu'à Héraclite et Parménide, et que cette dualité que pour l'un, le mouvement n'existait pas, pour l'autre, tout n'était que mouvement, et que Héraclite était là à dire, un homme ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ça ne peut jamais arriver. Et donc, c'est exactement tout ce que tu viens de nous dire, et ça me fait rebondir sur le fait que One Piece, Dragon Ball, ces œuvres-là sont des vecteurs de ces grands messages-là, et que sans doute, si Héraclite avait pondu un conte, ça serait resté dans les mémoires. Il n'a pas fait ça. On n'a que des fragments, de toute façon. Et c'est très, on ne sait même pas si c'est lui qui les a écrits. Donc bon, bref. Mais la force des contes, quoi. La force des contes, parce que tu peux voir à quel point c'est transgénérationnel de transmettre en fait des idées, non pas en les donnant comme ça de manière brute, mais en racontant une histoire. Un truc même aussi perché dans un autre monde qui n'est pas le nôtre, avec des pouvoirs magiques, etc., va plus impacter les générations et toutes les personnes qui vont le lire que n'importe quelle autre chose. Et ça, je voulais justement qu'on en parle, si ça résonne aussi en toi, la puissance des contes, comme Le Petit Prince, One Piece, Dragon Ball, des œuvres comme ça qui continuent à être là. C'est ouf l'engouement qu'il y a encore autour de Dragon Ball. Tous les jeunes jouent encore aux cartes, lisent Dragon Ball Super. Bon, Ouais. c'est un peu de la daube, mais ça reste Dragon Ball. Tu vois, ça reste. Alors que, il y a fait combien de générations? Club Dorothée, c'est même la génération de mon grand frère. Il est né en 1980. Moi, je suis Ouais. 87. Et les jeunes qui naissent maintenant, dans les années 2000, 2010, etc., les lisent Dragon Ball. C'est ouf. Incroyable. Ouais, non, c'est vraiment incroyable. Je sais même pas.
Et tu vois, toi, tu m'as réinvité à replonger dans One Piece l'an dernier, début 2023. Moi, je l'avais mis un peu de côté pour privilégier, tu vois, les lectures un peu plus techniques, etc., entrepreneurial, marketing, etc. Et en fait, je me rends bien compte maintenant qu'il y avait une partie ouais, de ma vie, de mon être, qui n'était pas nourrie. Et je me rends bien compte de l'importance des histoires, de l'importance. Et au-delà de la partie physiologique, oui, tu as besoin de te détendre, ça va réguler ton système nerveux. Non, non, bien plus que ça. Je pense que, en tout cas, maintenant, je le ressens comme ça avec One Piece. Euh, et c'est ce que je ressentais aussi avec Dragon Ball. Là, tu mentionnais les jeux vidéo. Moi, c'était Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Je prends n'importe qui. Vache, 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 vache. Wesh, wesh. J'étais comme un fou. Comme un fou. Eh bien, le fait de plus avoir ça, ah, solide. Et oui. Énorme. Il est énorme. Je me rends bien compte, tu vois, le fait de plus avoir ça, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose en moins dans ta vie, quoi. Il y a moins un amusement, je dirais. Il y a moins une capacité à t'évader. Il y a moins une capacité de rêver, tu vois, à être stimulé. Et même, nous qui aussi aimons bien un peu le côté un peu cosmique, tu vois. Il y a aussi une exploration de la spiritualité que tu pourrais avoir grâce à ces œuvres-là. Et donc, raconter des histoires, c'est multimillénaire. C'est comme ça qu'on transmet aux générations suivantes plein de messages, des messages d'alerte, comment mieux se gérer ensemble. C'est le pouvoir aussi des religions, etc. Comment mieux vivre ensemble. Et il y a aussi le côté, c'est aussi un art qu'on perd aujourd'hui, vu qu'on n'a plus d'histoire et plus d'histoire longue. On a préféré les formats courts et très courts et les résumés de résumés de résumés. Et bien, en fait, je pense que ça a un impact sur notre manière de concevoir nos propres vies, notre capacité à prendre des décisions, notre capacité à rêver, et je pense aussi nos ambitions. Tu vois. Pour moi, quand j'imagine ma vie, et depuis tout petit, ça a toujours été quelle histoire j'ai envie de raconter. Je me suis toujours vu comme quelqu'un qui faisait la collecte d'histoires. J'ai envie d'être capable de raconter mille et une histoires quand je serai vieux, et j'ai envie d'avoir des choses à dire et des choses à raconter, et toujours être capable de rebondir. Cette capacité-là, ça m'a toujours paru comme étant le statut ultime et peut-être l'aspiration de tout homme. Ça te rend solaire, tu as une capacité d'attirer les choses à toi, tu as une capacité aussi de fédérer des gens. Donc moi, je vois des éléments qui peuvent être développés uniquement grâce à ta capacité à raconter les histoires. Et donc, quand tu vois que dans Dragon Ball, même Goku obtient des leçons uniquement en s'aventurant dans plein d'endroits, etc., et qu'il est capable de les partager à des personnages au dernier tome, alors qu'il les a appris au cinquième tome, etc., c'est que tu te rends bien compte que peut-être que la vie, c'est une histoire, la vie, c'est un conte, et que avoir une approche de ta vie comme étant une succession de chapitres, c'est peut-être beaucoup plus logique qu'avoir cette approche linéaire, presque productiviste, comme machinale de je commence à l'état zéro et je fais que augmenter ma productivité, mon argent, alors que non, pas du tout. Pourquoi ne pas plutôt picorer, piocher, ouvrir un cycle ici, en ouvrir un autre ici, et après toi-même tisser du lien. Et après te dire, voilà, moi j'ai plein d'histoires à raconter, et mon histoire c'est celle-ci, ça m'a amené là, et j'ai encore beaucoup de choses à vivre et à faire. Tu vois. Alors que Hmm. cette vision ascendante jusqu'à des plateaux et des paliers, pour moi, elle m'horripile, quoi. C'est vraiment un enfer. Je me dis, j'aimerais pas du tout vivre cette vie-là et subir un peu ce conditionnement-là. Alors qu'à l'inverse, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Il y a juste des îles ou des planètes, pour reprendre des BZ, qu'on parcourt, et puis c'est tout. Et à la fin, tu as plein de trucs à raconter, et Hmm. c'est tout. Tu vois, et donc voilà, voir la vie comme un conte, c'est tout aussi cohérent de la manière dont on transmet les informations, c'est par le conte, de la manière dont ça nous stimule et ça nous fait vivre des émotions uniques par le conte. Pour moi, c'est logique, tu vois. Tout est un conte, et je pense que c'est une bonne manière de voir les choses. Ouais, magnifique. T'as tout dit, mon Slim. C'est voir la vie comme un conte. C'est très très bien dit. Parce qu'il y a pas d'absolu. C'est-à-dire, si tu vois pas ça comme un flux, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas remonter en arrière. Une histoire, c'est un début, un milieu, une fin. 100%. Donc, comme la vie. Naissance, vie, si vous voulez, et aboutissement de la vie. Euh, et on n'a pas le droit de tricher par rapport à ça. On peut pas remonter, on peut pas mettre Ouais. le chapitre de la fin au début, on peut pas. C'est pas possible. Et si on a une vue absolutiste, si on voit ça que d'un bloc, si on se dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, je veux retrouver la forme que j'avais à 20 ans, je repousse à dans 5 ans cette chose si importante que j'ai envie de faire, ben, je la repousse. Ça ne sera pas la même chose. Et dans 5 ans, vous vivrez pas cette chose-là que vous avez envie de vivre. Ce sera différent, ce sera autre chose. Et un conte, c'est ça vous raconte une histoire, et j'aime bien ce que tu transmets aussi par rapport à ça, c'est-à-dire quelle histoire j'aimerais qu'on retienne de moi. Mais oui,
Il y a la phrase évidemment de Gladiator, pour citer une autre œuvre de pop culture, où l'empereur, c'est pas l'empereur, c'est son responsable qui lui dit ce que nous faisons dans cette existence résonne dans l'éternité. Amen. Et c'est vrai, alors plus que ce que j'aimerais moi que l'on retienne, ou ce que j'aimerais que les gens lisent à propos de moi, c'est qu'est-ce que je veux laisser comme histoire pour les gens que j'aime, c'est-à-dire mes enfants, ma famille, les Ouais. gens qui sont importants. Et parce que on a toujours un jugement par rapport à soi-même qui est teinté d'une certaine couleur, mais se dire, est-ce que mes enfants, par exemple, seraient fiers de lire mon histoire? Et là, ça nous met une distance et dit, oh, bon, ça, par contre, ces moments-là, peut-être pas trop. Ces moments-là où j'ai fait ces conneries-là, ou ce que j'ai envie de faire là maintenant, si on me regardait avec des yeux d'enfant dans mon dos, est-ce que ça rendrait fier? Est-ce que ça serait inspirant? Ah, tout d'un coup, c'est autre chose Ouais. comme mise à l'épreuve. Et donc, oui, utiliser le conte, utiliser les histoires pour transmettre. Il y a sans doute rien de plus puissant, hein, comme dirait Richard Feynman. Si vous voulez maîtriser quelque chose, transmettez-le. Le fait de transmettre, de devoir faire preuve d'imagination, d'une pensée conceptuelle, où tout d'un coup, Mm. on invente des mondes. Je repense à un livre comme ça, je fais encore une digression, mais un livre sur justement la psychologie et l'étude en fait des gens intelligents, c'est-à-dire ceux qui réussissent, ceux qui sont performants, que ce soit dans le milieu du business, politique, euh, voilà, personnel, etc., ou artiste, et être capable de fournir une pensée conceptuelle, c'est-à-dire de penser, fermer les yeux et penser à une chose conceptuelle, à un concept, comme un joueur d'échecs ferait une partie d'échecs dans sa tête, de s'envoyer au-delà de ici et maintenant, et de résoudre un problème par la pensée, c'est considéré comme une forme d'intelligence. Et ceux qui sont capables d'inventer des mondes comme ça cohérents, c'est-à-dire comme Tolkien Ouais. invente une cohérence dans son monde, Toriyama invente une cohérence entre les Super Saiyans, les Namek, etc. C'est considéré comme véritablement une intelligence, quoi. Parce que Incroyable. si vous avez pris la plume une fois, moi je l'ai fait, hein, pour inventer un monde imaginaire, je peux vous dire que, en fait, quelqu'un qui lit, tu dis, mais tout de suite, ça c'est incohérent. Là, tu as mis un truc au départ de ton aventure, ça marche Ouais. pas là. Tu dis, ça marche plus. C'est hyper dur de mettre en place un monde cohérent, et ça, on s'en rend pas compte. C'est très difficile de s'en rendre compte. Voilà. Ouais. Mais tout à fait, tout à fait. Je sais pas comment rebondir là-dessus, mais tu m'as mis une tarif moi aussi en imaginant faire ça. Mais, Et mais on je le pense fait que, souvent, hein. Enfin, ouais, tous les deux, c'est ça, quand c'est on ça. échange. Et ça me fait penser, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, est-ce que justement, euh, le fait qu'on est moins nourri d'œuvres comme celle-ci, même si tu l'as dit, tu vois, Dragon Ball, ça reste quand même, au travers des générations, ça continue à être partagé et puis lu et regardé, etc. Est-ce que justement, c'est pas quelque chose qui viendrait aussi expliquer le fait qu'aujourd'hui, on est un peu ce type d'humain qui n'a pas accès à autant au caractère un peu grandiose de la vie et à cet enthousiasme et à cet émerveillement. C'est parce qu'en fait, on n'a plus de grands récits comme ça, on n'a plus de grands contes, on n'a plus même au cinéma des grandes trilogies de 4 heures, etc. Et, euh, et ouais, est-ce que toi, tu as pu émettre un lien entre le fait qu'on n'en ait pas et la génération qu'on a aujourd'hui? Et franchement, c'est une très très bonne question. Et je pense que oui. Je pense qu'il y a un lien très très fort. Et c'est pour ça que des réalisateurs, des créateurs de contenu qui sont aussi puissants deviennent de plus en plus rares. Qui on a? Dans le jeu vidéo, nous, on aime beaucoup Kojima pour les Metal Gear Solid. Miyamoto chez Nintendo. On pourrait avoir, oui, Sakaguchi ou Kitase pour certains côtés de Final Fantasy. Euh, Au cinéma, tu vas avoir Nolan. Euh, Oui. Tu vas avoir Villeneuve qui vient de sortir le dernier Dune. J'ai re-regardé le premier Dune là, qui est un chef-d'œuvre. Mhm. Euh, il y en a quelques-uns comme ça qui sortent du lot, qui sont vraiment originaux, et surtout qui font suffisamment confiance soit au lecteur, soit aux téléspectateurs pour faire un travail intellectuel, de savoir lire entre les lignes, de savoir réfléchir par eux-mêmes, et qui t'expliquent pas la fin du film dès le début. Ouais. C'est-à-dire, je reprends souvent tes exemples-là, mais tu as un vieux film avec Bill Murray qui s'appelle en français Le jour de la marmotte. Non, qui s'appelle en anglais Le jour de la marmotte parce que dans le film, en fait, c'est le jour, la fête de la marmotte. Tu vois. D'accord. Et
En français, ils n'ont rien trouvé de mieux que de traduire par le jour sans fin, une journée sans fin, parce que le héros, Bill Murray, il revit tous les matins, il se réveille et il revit la même journée. Ok. D'accord. Donc en anglais, c'est un titre qui est rigolo et qui renvoie en fait, parce qu'il revit tous les jours le jour de la marmotte. Il en a marre au bout d'un moment. Tu vois, c'est tous les jours. Et non, mais c'est toujours le jour de la marmotte. Ça m'emmerde, tu vois. Il devient fou. Il est vachement drôle, ce film. Il faut que tu le regardes. Et, euh, et en français, parce qu'on prend les gens pour des crétins, ils ont Ouais. traduit ça. Ils ont traduit ça par le fait de t'expliquer déjà le film, c'est-à-dire c'est le jour sans fin. Ah ouais, putain. Mais on n'a pas besoin, on n'est pas crétin, on Ouais. va voir le film. Ça, c'est pas la peine de nous expliquer avant. Tu vois. Et ça, c'est ce que disait Alexandre Astier. Bah, par exemple, un autre réalisateur qu'on pourrait citer, qui a vraiment sa patte et qui fait vraiment le taf de fournir quelque chose d'original. Le problème actuel, c'est que penser et agir par soi-même n'a jamais coûté aussi cher dans l'histoire de l'humanité, Ouais. comme j'aime bien le dire souvent. Fournir une pensée originale. On critique beaucoup Delavier, Frédéric Delavier. Euh, Moi, je ne le critique pas du tout, hein, au contraire. Et je le trouve d'autant plus pertinent et intéressant et intelligent par le fait qu'il a été capable de fournir un système qu'il a lui-même pensé. Le système de la calorie, etc. Donc, qu'on soit d'accord, pas d'accord, chacun trouve midi à sa porte. Mais ce type-là est arrivé à fournir quelque chose d'original. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est Exactement. vraiment, vraiment très, très puissant. Ce n'est pas un perroquet. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les posts Instagram que vous voyez actuellement. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui s'est creusé la cervelle pour se dire qu'est-ce que je comprends du monde. Et on ne fait plus confiance aux gens, et ça rejoint ce que je disais sur Final Fantasy tout à l'heure, où on te guide et on te dit il y aura 5 trésors à trouver dans cette zone. C'est hallucinant en fait de se rendre compte on ne permet plus de vivre à la quête. Et la vie, c'est ça, c'est une quête, comme tu l'as très bien dit dès le départ, de l'imprévu, de l'aventure, des déconvenus, de l'apprentissage de ses propres erreurs, qui ne sont pas des échecs, qui sont que une manière d'avancer et d'apprendre. Mais tant qu'on enlèvera, encore une fois, pour reprendre tes mots, le fait que la vie est un flux, et pas un truc qui est figé sur lequel on peut faire, hop, retour arrière, et revivre les C'est choses et ça. corriger les erreurs, on s'en va vers vraiment, vraiment beaucoup de dépression et de sentiments de désarroi. Absolument d'accord. Est-ce que tu dirais que dans le monde du manga, c'est quelque chose aussi qu'on perçoit ou non, justement, grâce à l'héritage de Toriyama Sensei, on a quand même encore des gens. Aïe, sujet sensible. Mais alors, je trouve qu'il y a des très très belles œuvres, bien entendu. Berserk, One Piece, on pourrait en citer plein d'autres. Dr. Stone, on peut en citer plein d'autres qui sont porteuses de messages, et on peut le lire entre les lignes. Mais je trouve que euh, c'est encore très minoritaire. Peut-être que ça l'a toujours été dans l'histoire de l'humanité, que les chefs-d'œuvre sont minoritaires. C'est Hmm, pas des chefs-d'œuvre sinon. Mais dans la grande majorité, pour moi, je consomme beaucoup de mangas, beaucoup de bandes dessinées. Dès les premières pages, même si je feuillette ou je quoi, sais. ça reste à une surface, tu vois. Comme on dit, c'est bas de plafond, quoi. C'est-à-dire, t'es là, c'est pas très profond, quoi, comme propos. Hmm, Donc, euh, voilà. Ouais, c'est une critique assez globale des œuvres de pop culture actuelle, et même de voilà. général. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le bon Toriyama pour lui rendre hommage? Euh, Tu sais, il y a quelque chose de très fort dans Dragon Ball, c'est le fait que Goku, il vient quand même pas du tout de la planète Terre, Ouais. il défend la planète Terre. Et Ah, il y a un truc qui est les liens du cœur me sont plus importants que les liens du sang. Parce que quand il va rencontrer son vrai frère, il va lui dire, mais oh, t'es de mon peuple, viens, on bute tous les humains. C'est comme ça, on est des Saiyans, etc. Et Goku, il dit, tu rigoles, quoi. Non, 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 c'est les gens que j'aime, ça. C'est mon grand-père qui m'a élevé, même si c'est pas mon vrai grand-père, etc. Et il va vraiment se battre et il va tuer, en fait. Enfin, il va tuer, il va presque tuer pas mal de ces gens qui sont justement, qui ont une filiation de sang par rapport à lui. Et donc, ça me fait penser à notre équipage, des gens qu'on appelle des frères, comme toi et moi parce que justement, on sent bien que notre filiation du cœur, elle a toute sa place, au moins, c'est pas qu'elle mange les autres, c'est pas qu'elle va prendre la place d'eux, c'est qu'elle va être en parallèle des filiations du sang. Et évidemment,
Les deux sont importantes, hein. On peut avoir une filiation bien de sang sûr. et une filiation de cœur, mais aussi on peut avoir une filiation de sang qui soit vraiment, vraiment plus dans le cœur du tout. Euh, Hmm, je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi dans l'approche de si, si. Goku. Si, si, 100%. Et puis, c'est une des choses aussi que tu retrouves dans les œuvres qui ont été inspirées par Dragon Ball, beaucoup. Et je dirais même que c'est un peu le parcours classique du héros de ce genre d'œuvre. Il appartient pas vraiment on va dire au groupe dans lequel il est né. Tu sais, c'est souvent, par exemple, soit un orphelin, soit quelqu'un qui, en fait, il a un passif extraordinaire, mais il a été déclassé, par exemple, tu vois. Et c'est des choses qui sont intéressantes. Et moi, j'avais aussi souvent, quand j'étais plus jeune, lu des ouvrages et je me rendais bien compte que tous les auteurs qui me plaisaient, c'était souvent ça, hein. C'était Mm. souvent des déclassés. C'était souvent des gens qui avaient dû ou qui ont dû apprendre les choses qu'ils transmettent aujourd'hui parce qu'ils se sont extirpés de leur filiation de sang et qui sont partis chercher leur propre filiation, tu vois, et qui ont choisi en fait leur famille, tu vois. C'est l'aristocrate qui se rend compte qu'il est beaucoup plus à l'aise avec les paysans, qui veut épouser ensuite la fille d'un paysan et qui veut développer on va dire la terre, tu vois, c'est un peu le truc classique. Mais moi, j'ai beaucoup raisonné avec de nombreux auteurs, même des philosophes, des sociologues, etc., qui venaient de ce passif-là. Et en Mm. fait, tu es le meilleur à, à plonger dans un domaine et à pouvoir l'expliquer et aller en profondeur, quand de base, j'ai l'impression que tu n'es pas dedans, tu vois. Et donc, ça, tu dois, un peu comme ce qu'on a fait nous au Japon, on s'est extirpé de là où on est né, de nos filiations de sang, et on a dû travailler, mais 5 fois plus pour intégrer une autre culture. Et ça, moi, c'est ce que je dis souvent aussi aux gens, je dis, je vous recommande la vie d'un immigré. Je vous recommande le fait de vous expatrier et de devenir immigré dans un pays. Parce que là, tu vas comprendre que c'est la vie. Là, tu vas vraiment comprendre que qu'est-ce que ça veut dire de travailler pour maintenir des relations? Qu'est-ce que ça veut dire de travailler pour être accepté, pour obtenir, on va dire, une approbation, de l'amour, etc. Là où on est né dans une famille et on la traite des fois de manière très dure, très pauvre, parce qu'on les prend pour acquis tout de suite, parce qu'on est né dans ce lieu-là, avec ces gens-là, ils ont pris soin de nous, et on n'exprime aucune gratitude. Tu vois, on ne mérite pas en fait leur amour, on nous l'a juste donné, et j'ai l'impression que parce qu'on nous l'a donné, eh bien, on le dénigre et on lui donne pas de l'importance. Et je pense que c'est une vraie belle expérience. Alors évidemment, je ne recommande pas à tout le monde, tu vois, j'aurais jamais souhaité être un orphelin, par exemple, ou complètement, tu vois, être dans une famille où j'ai même pas un semblant d'appartenance, bien évidemment. Mais je te dis juste que de faire ce travail sur toi pour après choisir les tiens et choisir ta tribu et sortir des relations de proximité, par exemple, ça peut être aussi simple que ça. Change de ville en France et tu vas voir la difficulté que c'est de rejoindre un groupe, de créer une tribu, d'attirer des gens à toi, même de les manifester. Et ça va te demander un réel travail, un effort sur toi. Et donc, je raisonne parfaitement avec toi. Et c'est vrai que dans ces œuvres, c'est beaucoup ça. Tu vois, Goku, Krillin et toute la clique, Kame Sennin, ils n'ont rien en commun de base, ils n'ont pas de filiation de sang et pourtant, ils se sont choisis mutuellement. Et donc, ils se rendent compte que pour maintenir cette relation-là, pour la cultiver, comme avec une plante, je dois vraiment la nourrir en permanence. Et ça nécessite que moi, je travaille sur moi énormément. Et moi, c'est ce que je ressens avec nous, notre groupe d'amis. C'est qu'en fait, on doit se tenir à la hauteur et on a un niveau d'exigence. Pour appartenir à cette tribu, je me dois de. Et je pense que rien que d'avoir cette phrase, même pour ta famille de sang, t'imagines à quel point les relations seraient améliorées. Tu vois, pour mériter mon appartenance et le droit de porter mon nom de famille, je dois me tenir à ce niveau d'exigence. Tu vois, par exemple, ou bien même à l'inverse, si tu te dis, si tu es aussi attiré par des valeurs qu'on retrouve aussi dans Dragon Ball, comme l'honneur, tu te dis, pour représenter mon nom, je dois mériter de représenter mon nom. Tu vois. Et donc, je dois être cette personne-là pour laver l'honneur de mon nom. Tu vois, ça aussi, c'est des thématiques. Moi, c'est quelque chose que je pense souvent, moi qui n'ai pas une longue famille, justement, une longue descendance, tu vois, je me dis maintenant, à partir de moi, je suis le premier, non seulement je suis le dernier d'une génération, on va dire un peu catastrophique, etc. Et donc maintenant, je suis le premier d'une nouvelle génération lumineuse qui portera mon nom de famille. Tu vois, et donc tu prends la responsabilité de ta filiation de sang. Et je pense qu'avoir voilà, peut-être cette approche-là, ça te responsabilise d'autant plus. Et clairement, dans Dragon Ball et les autres, c'est ça. Tu dis, voilà, moi, on m'a affublé de ce nom de famille, donc j'en hérite tout le travers, toute la noirceur, toute la mauvaise réputation. C'est mon devoir de redorer le blason des miens. Ou bien l'inverse, je suis héritier de cette famille lumineuse qui a fait telle ou telle chose. Je dois mériter mon appartenance à ça. Tu vois. Et donc, moi, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours admiré ça. Et c'est aussi ce qu'on voit dans notre monde aujourd'hui. Je veux dire, tu penses aux grandes familles, tu vois, la notion de c'est une grande famille, tu vois. Ou même ce qu'on disait avant, moi je me rappelle quand j'étais tout petit, ma maman elle me disait, si tu me ramènes une fille, il faut que je ramène une fille de bonne famille. Et tu vois, c'est des petites choses qu'on a et je me dis,
Là, dans ces mangas-là et dans ces œuvres-là, c'est ça aussi que tu admires. Tu vois Krillin, Goku, Piccolo, Gohan, etc. Tu te dis, ouais, j'ai envie d'avoir un crew comme ça, j'ai envie d'avoir une squad. Et on n'a pas le même nom de famille, mais par contre, maintenant, on a créé un nom. Ça, c'est nous. C'est notre réseau. Et donc, tu te sens vraiment en vie, tu te sens puissant et tu te sens capable et tu sens que tu as des gens dans ton équipe. Et ça, c'est la meilleure sensation du monde. Hmm. Ah, t'as tellement raison. Se déraciner complètement, comme tu l'as dit, en allant au Japon, en allant ailleurs ou en allant vivre dans un autre pays, la vie d'émigré, comme tu disais, ça fait que les fondements n'étant plus là, on ne sait pas qui tu es. On ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire ton nom de famille. T'es vraiment un étranger, pour le coup. Et alors au Japon, je peux vous dire que le gaijin, c'est vraiment quelque chose qui Oh est oui, immuable. C'est-à-dire, même si vous y êtes depuis 20 ans, vous êtes toujours le gars qui vit Gaijin. au-delà de la mer, ça veut dire, Exactement. le gaijin. Exactement. Donc c'est un fait, tu es venu par la mer, je peux pas t'appeler autrement, donc t'es pas japonais. Eh bien, ça permet d'être jugé uniquement sur ses propres actes. C'est-à-dire, Amen. voilà, maintenant, je peux rien faire d'autre que vous prouver ce que je vaux. Donc, comme tu as très bien dit, redorer son blason, etc., par ses actes, par ses valeurs, tu peux t'asseoir sur aucun fondement. Tu peux pas t'asseoir sur Amen. l'utilisation de quelque chose. Non, tu es dans le fait d'être, Ouais. et tu es obligé de faire tes preuves. Donc, c'est ça, sans doute, les quêtes que vivent les héros de shonen qu'on aime tant. Et Ouais. évidemment, cette histoire de filiation, c'est très très fort dans One Piece, avec les D, avec Ace qui refuse justement sa filiation avec Gold Roger, qui trouve un autre père. C'est des thèmes que a légué Toriyama à Oda. Oda l'a suffisamment dit, hein, c'est pas nous qui inventons ça. Comme tant d'autres, même si le shonen existait avant Toriyama, c'est quand même lui qui a posé des jalons qui sont Ah oui. colossaux pour les œuvres à venir. Et Mhm. euh, ça me permet d'enchaîner sur, parce que tu parlais voilà, de ramener une femme à la maison, etc., avec ta maman. Bulma. Et ouais, les femmes Parlons fortes de Bulma. dans Dragon Ball, parce que les femmes dans Dragon Ben Ball, oui. entre Chi-Chi et Bulma, qui sont... Alors Bulma, c'est le plus grand génie de la planète, rien que ça. C'est le Vegapunk de Dragon Ball, quoi. C'est Euh, ça. et Chi-Chi, au début, elle est aussi forte que Goku, quoi. C'est-à-dire, Ouais. ils se combattent, quoi. Euh, c'est fou quand même, la place des femmes. Alors que, bon, il y a l'image de manga où la femme est très vulgarisée, très, voilà, au niveau corporel, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est l'égal de l'homme dans bien des domaines. 100%, ouais. Hmm. 100% d'accord. Et je trouve qu'il y a quelque chose aussi, alors c'est peut-être générationnel, ou c'est peut-être culturel, c'est vraiment peut-être le Japon. C'est-à-dire que malgré, on va dire, leur forte tête, leurs compétences même martiales, guerrières, etc., elles ont quand même ce féminin. Elles sont très féminines. Et j'adore en fait le fait que les auteurs jouent avec ça. C'est-à-dire qu'elles peuvent, en une seconde, bah, prendre la responsabilité voilà, d'un combat et ok, je vais défendre les miens, etc. Et je suis tout aussi puissante et capable qu'un héros masculin. Et en même temps, 2 secondes après, elles vont switcher, elles vont dire, mais non, mais là, la stratégie la plus intelligente, c'est d'utiliser mes charmes, et ben je vais les utiliser direct, tu vois. Et il n'y a Hmm. pas de honte, il n'y a pas de ça c'est mieux ou ça c'est moins bien. Il y a vraiment, non, chacun un peu a ses compétences propres et ses attributs, et c'est complètement cohérent et c'est complètement accepté. Et moi, je trouve que c'est complètement sain, tu vois. Et je me dis, moi, si je suis une femme et que je lis Dragon Ball, je suis heureux de prendre ces personnages comme modèle, tout comme nous, quand on lit ces personnages-là, ce qu'on prend, c'est évidemment la bagarre et le courage, etc. Mais on prend aussi l'autre côté, les larmes quand ton ami meurt, la sensibilité, la connexion spirituelle, le sacrifice. Tu vois, on accepte notre position de, bah, écoute, là, je dois mourir, donc je dois accepter de quitter la vie pour protéger les miens. Et donc, il y a aussi, je pense que c'est une représentation, en tout cas, moi, c'est celle qui correspond à mes sensibilités. Et peut-être que c'est parce que je les ai découvertes étant petit, tu vois, dans un foyer aussi où il n'y avait pas de grosse présence masculine. Je me dis, moi, c'est ça le masculin, le beau masculin. Et c'est aussi ça le beau féminin. Où tu as Hmm. envie d'une petite fleur et des fois qu'elle soit venineuse, tu vois. Euh, Mais dans cet ordre-là. Et pareil avec le garçon, tu vois. Tu as envie qu'il soit dur comme la pierre et souple comme le roseau. Et c'est ça qui est génial. Et moi, ça me parle totalement. Et j'adore aussi la complicité entre les deux personnages. Les énergies, elles se complémentent toujours au travers de l'humour, au travers de la moquerie. Tu sens qu'il y a quand même une, ouais, une symbiose, quoi, tu vois. Le sérieux de l'un vient matcher l'humour de l'autre et la stupidité de l'un vient matcher l'intelligence tactique de l'autre et c'est génial. Donc, non, moi, je sais que
ça a été aussi à l'origine un peu de mon fantasme, tu vois, de l'idéal féminin, c'est ça, quoi, tu vois, c'est ce genre de personnage, c'est Chun-Li dans Street Fighter, tu vois. C'est, t'as les formes, t'es féminin, etc. Et en même temps, t'envoies des coups de pied retournent à la tête, quoi, tu vois. Mais dans cet ordre-là. C'est sûr, ah, t'as raison, t'as raison. Mais c'est rigolo parce que oui, une fille qui lit un shonen comme ça va trouver, comme tu disais, un peu de pas de fierté, mais elle va être heureuse de voir qu'en fait c'est elle les plus fortes parce que Bulma, elle met des torgnoles à Vegeta et Vegeta, il la ferme, genre il est battu. Exactement. Et, Il dit et rien, Luffy, pareil, Luffy c'est censé être le meilleur, mais Nami quand elle s'énerve, en fait, tout le monde est par terre. En fait. Et exactement. c'est vraiment très très bon. Et ça permet, oui, en effet, d'alimenter un humour qui est génial, en fait, qui est le répondant Ouais, entre, dans cette société qui se veut très... On essaie de tout neutraliser, c'est-à-dire on met tout au même niveau. Non, on est sur des niveaux différents. Et nos niveaux différents, comme des roues crantées d'un même rouage, en fait, vont être très exactement. complémentaires. Et il faut Ouais, cultiver ça. Cultiver, évidemment, comme tu l'as très bien dit, nos forces et nos faiblesses à chacun. Et dans notre complémentarité, on va tisser un lien qui est spécial. Et c'est pour ça que Vegeta s'efface devant Bulma, Luffy s'efface devant un ami. Vous êtes dans notre relationnel, là. Si vous énervez, on vous laisse gagner. Parce que bien sûr. c'est notre relationnel qui est plus important. C'est ni toi, ni moi. C'est notre lien qui est en nous, entre nous, qui est plus important à préserver. Euh, Exactement. c'est assez, ouais, des belles leçons qu'il y a à retenir là, dans les shonen, entre autres. Mon Slim, j'aimerais maintenant qu'on parle vraiment des choses importantes. Parlons peu, parlons bien. Bon, Bon, personnage préféré. oui. Tout de suite? Ou tu me Tout de donnes une liste de suite. questions là? Tout de Wesh. suite? Go Trunks. Oh! Ah ouais. Ah, je m'y Oui, attendais pas. Vas-y, explique. oui. En vrai, tu sais quoi? Quand j'étais petit et que j'avais vu pour la première fois Trunks, je me suis dit, mais ce perso, il est absolument génial. Déjà, le premier, je crois que le premier en plus avec une épée. Ouais. Donc il y avait ça, moi aussi, qui me plaisait. Il y avait le côté martial, manipulation d'armes. Et mec, c'est le look, je vais être honnête, c'est le look. Les cheveux, les yeux bleus, les cheveux comme ça. Et même, tu vois, dans Dragon Quest 8, il y a un personnage qui s'appelle Angelo, qui est exactement inspiré de Trunks, c'est le même design. Et c'est ce côté un peu, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore Sanji dans One Piece. Tu sais, moi, j'adore les personnages dans les shonen qui représentent un peu le mec romantique, à la française, en costume. C'est stylé, toujours cool, tu vois. Même si c'est pas un personnage principal, il est toujours cool. Et donc, moi, Trunks direct, et dès que j'ai vu la fusion, j'ai dit, bon, Go Trunks, c'est mon perso. Aussi simple que ça, mec. C'est basé Ouais. sur le look, la manipulation d'armes, j'adore le côté un peu épais, etc. Et je te dis, ce côté un peu, ouais, cool, romantique, aussi d'un personnage solo, très solitaire, Ouais. tu vois. Quelque chose qui résonne avec moi aussi. Donc, je Hmm. suis moins attiré, moi, par le côté, euh, c'est pas que je suis moins attiré par le côté de se sacrifier pour les autres, etc. Mais c'est que il va d'abord essayer de tout faire par lui-même. Il a une grosse fierté. Il a un gros royaume interne. Il a trop de choses à prouver, etc. Parce que moi, c'est un peu comme ça que j'ai grandi aussi. Avec une pression énorme que tu te mets, tu vois, sur l'idée de mériter ta place, tu vois, d'être quelqu'un. Et qu'au bout d'un moment, dans une situation extrêmement difficile, tu vas légèrement ouvrir la porte un peu de ta vulnérabilité. Mais par contre, quand tu le fais, c'est pour un truc, c'est méga cosmique. Tu vois. Et donc, Hmm. ouais, c'est vrai que ces personnages, ils résonnent toujours avec moi. Le côté un peu bah, encore une fois, il y a un peu le côté déclassé, il y a le côté un peu passif torturé, tu Hmm. vois, où c'est ton propre tyran. Et c'est pour ça que ces personnages-là, qui parlent peu, mais qui ont beaucoup de choses à l'intérieur, ça rumine beaucoup et ça se met énormément de pression, ils m'ont toujours inspiré parce que voilà, je dirais que je l'ai vécu et je le vis et que c'est c'est euh, c'est au travers de ces personnages-là que j'ai trouvé aussi des réponses à mes questions ou Hmm. de meilleures questions, bien souvent. Hmm. Tellement juste. De meilleures questions. J'aime beaucoup. Euh, ton arc préféré, arc narratif. Narratif, c'est compliqué ça. Hmm. Mais moi, je t'ai dit, je dirais, comme moi, je te dis, j'ai beaucoup plus aimé Dragon Ball, tu Mhm. vois. Euh, je dirais vraiment toute la phase d'entraînement avec Krillin Ouais. et le lien avec Kame Sennin. Ouais. Toujours été la partie parce que ça aussi, de la même manière, c'est aussi comme ça que j'ai construit ma vie par la suite. Moi, j'adore être un élève en fait. Mhm. J'adore trouver un sensei et m'abandonner à mon sensei et d'être un soldat. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que je retrouve dans ma vie. Ma partie préférée de ma vie, c'est l'entraînement.
C'est pas la compète, c'est pas la compétence, tu vois. Si je Mhm. pouvais tout oublier en un claquement de doigts, je le ferais sans aucune hésitation. Si tu me donnais la chance, par exemple, de nouveau pouvoir m'entraîner à zéro dans les choses que je sais déjà faire. L'avantage, c'est que j'ai choisi des domaines où c'est des jeux infinis, donc je peux toujours trouver quelque chose que je ne sais pas faire. Mais vraiment, moi, c'est ça qui me plaît le plus. Et donc, à chaque fois que je repense à Dragon Ball, même des fois, si je dois choisir un épisode au hasard, ça, je regarde toujours les épisodes où Ouais, c'est les entraînements avec Kame ouais, Sennin. ouais. Et Krillin, la relation avec Krillin. Tu vois, d'être euh, deux potes où il y a une certaine rivalité, mais c'est toujours, ouais, c'est toujours le lien que j'ai toujours rêvé d'avoir. Tu vois, Mhm. voilà, tous les jours, on a juste une seule tâche à se faire. Il y a aussi le côté singleness of purpose, tu vois. Moi, j'aime bien la C'est simple. simplicité de la vie du gladiateur ou de l'élève ou de l'artiste martial. C'est qu'il n'y a pas grand-chose. Moi, je rêve d'une vie simple et en paix. Et en fait, être quelqu'un qui s'entraîne tous les jours avec le même maître, etc., tu fais les mêmes actions. Moi, ça me va parfaitement. Et tu mérites les petits incréments que tu as. Et j'adore aussi les scènes où ils discutent face au coucher du soleil avec la vue sur la mer. Moi, c'est ça ce que j'imagine d'une vie en paix. Tellement juste. Et je pense que le Steph, quand il va écouter, il va dire punaise. Et Je c'est pensais à lui exactement en disant ça. ben ouais. Quand on a passé quelques semaines ensemble, là, dernièrement, qu'on faisait que ça, hein, on s'entraînait, on mangeait, Oui, on regardait la télé, on dormait. Et punaise, mais c'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est la vie. c'est ça. En effet, mais qui doit être partagé. Tu le dis très bien avec le Oui, Krillin, avec le compatriote, avec le sensei. Faire ça seul, toi comme moi, on sait que ça non, a des limites. non, En effet, partager tout ça. Ouais, l'arc préféré, sans doute que moi aussi, hein, le côté Dragon Ball m'a bien plus impacté. Et c'était le but du Nakama Bootcamp, hein, c'était de vous inviter, 100%. c'est que vivre ensemble et de transporter les bouteilles de lait aux voisins comme entraînement hein, jusqu'au bout de la montagne. C'est un petit peu ça. Exactement. C'est C'est un petit peu ça. exactement Et tu ça. sais, c'est ce que j'ai fait au centre de l'Hormèse. Hein. Leur fin, rite initiatique pour valider leur cursus, c'était vous allez porter votre camarade et des choses lourdes pendant 1 heure. Voilà. Ouais. Sans discuter. Et vous aurez votre certificat. C'est J'adore. ça. J'adore. Mais c'est comme dans les films d'arts martiaux, tu Eh vois, oui, Bruce Lee, Jackie Chan. La partie préférée du film, c'est ça. et C'est le Rocky mec aussi. Hein. qui, avec ce faisceau, Rocky, etc. Tu Mais mets oui, juste le moment de tu vois. l'entraînement, en fait, le Mais c'est combat. ça. Ouais. Ouais, non, moi j'aime l'entraînement, j'aime ce truc où tu dis, bon, allez, tu fais ton truc et t'es tout seul. C'est la partie où le boxeur court dans la rue. Moi, c'est ça qui m'a toujours fait fantasmer. Mais c'est pas le reste, quoi. Non, j'adore. On est tellement T'as tout d'accord. dit, mon Pierre. Ah là là. Tu sais qu'il y a eu, enfin tu le sais, mais je sais évidemment que tu le sais, mais dans les différents films, tu sais, les OAV, Ouais. est-ce qu'il y en a un que tu préfères particulièrement? Oula, alors là, il faudra que j'ai plus ça en tête Ouais. du tout. Mais il faudra que je me plonge dedans. Dis-moi, toi, c'est quoi ta réponse? Et bah, d'ailleurs, la réponse aussi aux questions. Même si on sait qu'il y a Goku. Ah, pour le personnage préféré? Ouais. Goku. Goku à 100%. Là, il représente trop de choses. Euh, et je me souviens d'un texto qui m'avait beaucoup touché quand j'étais parti au Japon. Parce que moi, partir de ma famille, c'était horrible. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, tu vois. Il m'avait accompagné jusqu'à l'aéroport et tout, au revoir et tout. Truc terrible. Je monte dans l'avion. Je monte dans l'avion, je suis au bout de ma Dramatique vie, au je sais. possible. Tu vois. Et mon frère, il m'envoie un texto, il me dit bon voyage au pays de Goku. Et là, ça m'avait tué, quoi. Mais bon. Terminé. Bref, film préféré, moi, c'est le film avec Tapion, où tu sais, il y a un dragon. C'est en 2 parties. Tapion, il joue de Ah, je l'elfe. regarde. Et c'est lui qui donne l'épée à Trunks. Ah, bah alors attends. Ça, je vais me le remettre alors, Et directement. en fait, il est en 2 parties. La deuxième partie, c'est au paradis. Et Goku se met en. Ils font une fusion avec Vegeta pour combattre un type au paradis. Tu vois pas? Un espèce de monstre violet, là. L'animation. Donc le film, je crois qu'il est de 97. L'animation met 1000 à tout ce qui se fait maintenant. Non! Mais bien sûr, mais 20 000 fois. Mais c'est même pas tu compares. Et il y en a qui ont mis cette animation-là de ce combat-là en Ouais. disant, mais regardez ce qui se passait il y a 30 ans maintenant, plus ou moins. C'est pas possible, quoi. Bref. Donc, ce film-là est ton méchant préféré, forcément. Euh, Vous, Vous? Ah ouais? Lequel? Le gros? le gros bout. Et là, je vais te dire, pas du tout pour quelque chose, on va dire, de spécial. J'ai beaucoup aimé Freezer aussi. C'était vraiment. Hmm. Freezer, il est plus mémorable pour moi, mais c'est pas mon préféré. Il est plus mémorable pour beaucoup de choses. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de choses de Freezer avec lesquelles j'étais d'accord plus jeune.
tu vois, sa vision aussi, le côté aussi très élite et très presque complexe de supériorité. Tu vois, ça résonne Ouais, avec moi. clairement, hein. Tu vois. Là, vraiment loin. Donc je sais que ça, il est beaucoup plus mémorable et même je me rappelle dans les jeux vidéo, j'aimais bien prendre Freezer, etc. Mais Boo, justement parce que je trouvais que c'est pas que ce qui me manquait, mais dans DBZ, justement, je retrouvais moins le côté qui me plaisait dans Dragon Ball, qui était l'humour, en fait. C'est le Hmm. côté un peu délirant, tu vois. Et Boo, il est trop délirant. Et j'aime bien ce côté-là un peu folie. Et c'était le perso préféré de ma sœur. Donc Ah, voilà, excellent. c'est Conan. mon méchant préféré. Ah, génial. Ah ouais, c'est vrai, Boule, il est rigolo, hein. En plus, il a des Ah, il transformations. est délirant, ouais. Ah, c'est clair. Et ah ouais, je- comme tu l'as très bien dit, Freezer, pour moi, c'est sans doute le plus emblématique parce que Oui, c'est le méchant. ouais, C'est-à-dire, ouais. Ouais, il est c'est incroyable. Il est 100% incroyable. la méchanceté. C'est-à-dire, il n'y a pas Ouais, un c'est ça. plan, il y a rien, il y a Non, rien. C'est la méchanceté. Il veut tuer tout le monde, il veut dominer le monde. Là où Cell, tu vas te dire, bon, c'est un organisme qui a été créé à partir de cyborgs. Il veut peut-être survivre de son côté. Enfin, tu peux lui c'est inventer ça. des raisons. Puis il a un côté très, il parle, il est calme, Cell, il parle, etc. Tu vois, Hmm. presque un humain, tu vois. Freezer, c'est la noirceur, quoi. C'est l'empereur Palpatine de Star Wars, tu vois. Ouais, Euh, mais je pense que du côté un peu plus, justement, dans Dragon Ball, ce qui m'a vraiment marqué, c'est Tao Pai Pai. Tao Pai Pai qui est tellement et drôle, bien vu. Bien vu, bien tellement vu. drôle. J'avais zappé. Ah, lui, il m'avait marqué quand j'étais petit. C'est un peu l'un des premiers méchants, c'est peut-être pas le premier, mais en tout cas, il est, c'est vraiment là où, au niveau kung-fu, au niveau vraiment combat, pur combat, Son Goku se prend une trempe, quoi. C'est-à-dire, Ouais, c'est plus le génie qui est un peu plus fort que la moyenne, etc. D'un coup, il se fait laminer. ouais. Il y a quelqu'un d'autre en dehors que de Tortue Géniale qui est aussi fort que ça et tout. Donc, et il est trop rigolo, quoi. Il coupe le tronc d'arbre, il saute dessus, il s'envole. J'adore. C'est trop ça, quoi. Ça, c'est Dragon Ball pour moi. Délirant. Mon Slim, je suis arrivé au bout de mes questions. C'était important de rendre hommage à Dragon Ball quand même, parce que on est les enfants de Toriyama, très clairement. Ouais. On lui doit beaucoup, on lui doit le Japon, tout simplement. Rien que ça. Rien que ça. J'ai du mal à imaginer le jour où on va perdre Oda. Je pense que tous les deux, on va. Là, J'ai je suis pensé tout de sûr- suite. pas sûr de pouvoir tourner un épisode, hein. Euh, Ah, je suis pas sûr de pouvoir tourner quelque chose parce que c'est trop fort pour nous en fait. Je vois ouais, très bien qu'il y a, tu vois, il y a des gens qui je pense à Lucchini ou d'autres qui, qui consacrent leur vie à des auteurs comme Céline ou ils passent leur vie comme Montaigne, ils passent leur vie à étudier un auteur, tu vois. ouais, C'est leur vie quoi. Cet auteur-là, ils connaissent, peuvent te citer un livre de la première page à la dernière. Euh, Nous, le problème, c'est qu'on est contemporains de ces gens-là qui nous ont portés. Donc, quand ils vont partir, euh, ça va être dur. compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Je pense que le mieux à le faire, c'est de s'inspirer de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire livrer une œuvre au monde, livrer quelque chose qui continue dans le temps, même après notre disparition. Euh, Tous les deux, on fait ce travail-là, hein, on fait ce travail de transmission. Donc, continuons à œuvrer, à s'entraîner, comme Goku. Amen. J'aurais pas dit mieux. Et moi, comme je te le disais, et je l'avais écrit dans la newsletter, bah, c'est aussi un rappel à l'ordre du caractère très fragile de la vie. Et que si t'as déjà la sensibilité et l'idée de créer une œuvre, eh bien, pourquoi ne pas y aller vraiment avec toute ton âme et de rester le plus authentique possible. Moi, tu sais que c'était mon aventure de l'an dernier. Et cette année, je prends aussi cette disparition comme un signe pour m'inviter à vraiment être le plus authentique possible. Et je pense que pour toi comme moi, ce sera une des meilleures manières de les rendre immortels que de continuer à les mentionner, à les nommer, à partager des choses autour d'eux. Et ça fera plaisir aussi aux autres personnes qui nous suivent, qui sont aussi des enfants des années 90 et qui ont aussi vécu et grandi avec ces modèles-là. Et pourquoi pas aussi tenter de se rapprocher de ces modèles-là, même si ce sont des œuvres fictives. Moi, si on peut m'appeler Goku un jour ou me dire, ouais, t'as vraiment une vie de Saiyan, je me dis, bah, c'est génial, tu vois. Et donc voilà, moi, c'est la promesse que je te fais là pour un peu célébrer la promesse que je fais à Toriyama Sensei. C'est de continuer aussi dans mon chemin personnel à être le plus authentique possible et à intégrer un peu les gemmes de sagesse que j'ai apprises de ces grands messieurs et qu'on continue d'apprendre.
à oser être un peu plus transparent parce que ça fait partie aussi de la thématique de la liberté, quoi. Tu ne Hmm. pourras être libre que si tu es réellement aussi lumineux que possible. Donc, Hmm. merci mon sensei pour ces belles leçons. Magnifique promesse, mon frère. Merci. Et Sensei Toriyama, arigatou gozaimashita. どうもありがとうございました。Hmm. Quittons-nous là-dessus. Merci, mon frère. Vraiment. Merci mon Pierre. À très Mille vite. bisous. À vite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous voulez mes conseils, mes recommandations, mes réflexions, mes conseils de lecture, mes retours d'expérience, eh bien, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter totalement gratuite. J'en envoie une tous les 3 jours et ça se retrouve sur hormez.com. Allez sur hormez.com et vous aurez la possibilité de vous inscrire à la newsletter de l'antifragilité.